qui a eu un héritage d'une armée sans être accompagné d'un statut, sans être accompagné d'un règlement respecté. Parce que l'armée et la vie civile, la seule différence, c'est le statut, c'est le respect du règlement. Alors lorsque vous n'avez pas connu cette armée, il y a de cela un demi-siècle, en 8 mois, après tout ce que vous connaissez, tout ce que les Guinéens savent, et que par le trichement, par l'égoïsme sacré, la méchanceté des hommes, de certains de nos confrères, je veux parler des leaders, de l'égoïsme, de la haine, provoquant une masse populaire sans qu'il n'ait le contrôle de cette masse populaire. Tout au long de leur marche, qui a occasionné les brûlures des voitures et, disons, s'attaquer aux édifices publics de sécurité, c'est saisir des armes, saccager la gendarmerie, c'est saisir des armes, soi-disant que c'est une marche des leaders qui avaient pour mission d'aller au stade du 28 septembre pour faire une déclaration comme quoi le président Dadis ne doit pas être candidat. Je suis d'accord, c'est normal. La démocratie s'appelle libre opinion d'expression. Parce qu'un homme ne peut pas dire que tout le peuple l'aime. Même nos deux prophètes, le prophète Jésus-Christ et Mohamed, n'ont pas tous deux aimés par des partisans, des sympathisants. À plus forte raison, un homme ordinaire, comme moi, simple. Et lorsque cet événement douloureux, connaissant bien ce que c'est que cette Guinée, connaissant bien ce que c'est que leur armée, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des insurrections, qu'il y a eu les massacres. Ces leaders politiques, ils sont vieux dans la politique. Si je veux prendre les anciens leaders, les Alpha Condé, et disons les Amari et tant d'autres, à cela s'ajoutent également les nouveaux leaders. Si je prends les FAL qui ont géré l'État, et je prends les Kouyaté qui ont géré l'État, qui Kouyaté d'ailleurs, quand il a été Premier ministre, il y a eu effectivement, avant même qu'il ne soit Premier ministre, le même mouvement s'est passé au pont 8 novembre où il y a eu suffisamment de massacres. C'est après ce grand mouvement, parce que les leaders et ceux-là qui ont causé janvier-février, l'histoire détient encore, l'histoire reconnaît ces gens, ils sont là, ces personnes. C'est à la suite de cet événement que le Premier ministre Kouyaté est venu. Et le Premier ministre Kouyaté, dans moins de quelques temps, encore connu de la mutinerie. Et cette mutinerie avait été effectivement gérée par celui qui est assis devant vous et ses confrères. Alors, lorsque il y a un événement de ce genre, je puisse dire, on ne peut être que déçu, on ne peut que dire au peuple de Guinée et à ceux-là qui ont perdu leurs fils, les victimes, les blessés, on ne peut que leur adresser toutes nos condoléances, je ne peux que leur adresser toutes mes condoléances, et aussi à la communauté internationale et à la presse, les masses médias que vous représentez. Parce que cet homme que vous voyez, depuis la prise du pouvoir, il n'a l'ambition, il n'a pas d'ambition. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le voyage qui l'intéresse, ce n'est pas le luxe qui l'intéresse. Parce que cet homme qui est assis, il sait qu'il a pris le pouvoir sans histoire, sans verser le sang. Il a pris le pouvoir parce qu'il s'est soumis. Il a pris le pouvoir parce qu'il a respecté les valeurs et les mœurs
de cette nation. Il a pris le pouvoir parce qu'il n'a pas été un homme pressé. Il a pris le pouvoir parce qu'il incarne des vertus. Et donc cet homme aujourd'hui, à travers l'esprit très ambitieux, démesuré, des anciens vieux leaders qui, pendant le temps de Sékou Touré, si je veux prendre Alpha Condé, l'agression du 22 novembre, c'est encore au large. Il faisait partie, l'agression du 22 novembre, 70, j'étais encore à l'école primaire, pour ne pas dire à l'école maternelle. Après la mort de Sékou, il fut même condamné à contumace. C'est après la mort de feu Sékou Touré, la prise du pouvoir par le feu général Lansana Conté, Alpha Condé, avec, disons, la création, l'instauration de la démocratie, il est rentré en Guinée. 25 ans, il a combattu feu général Lansana Conté, d'arrache-pied, jusqu'à la mort du feu général Lansana Conté. Il fut même emprisonné, jugé devant le peuple pour avoir cautionné la rentrée des rebelles. Cette histoire est connue. Et lorsque ces pères, malgré leur âge, sont plus de 70 ans, eux tous voient leur fils, pour ne pas dire leur petit, qui vient par la grâce du Tout-Puissant, avec une destinée qu'ils ont longtemps cherchée, il y a de cela un demi-siècle. En 8 mois, avec tous les résultats escomptés, en 8 mois, avec la lutte contre la drogue, l'un des plus grands fléaux de l'humanité, qui, la plupart de ces leaders, ont géré le feu général Lansana Conté. Ils n'ont pas lutté. Ils n'ont pas fait ce que le peuple voulait. En 8 mois, ils n'ont jamais pensé restaurer l'armée. Si je prends tous les premiers ministres, parce qu'à un moment donné, le feu général Lansana Conté était fatigué, Kouyaté est venu, il est venu au camp Alpha-Ea, il devrait s'attaquer d'abord à la restructuration de l'armée guinéenne. Monsieur le Président... Mais si ils ne l'ont pas fait, ils se sont occupés d'autre chose. Pour ne citer que tout récemment le cas de Kouyaté. Mais à cela j'en passe. Si aujourd'hui, alors tous ces gens sont à l'Hexagone, à l'extérieur, en train de véhiculer des messages, en train de fustiger mon image, fustiger l'image du CNDD, à comparer à celui d'un dictateur, je crois, falsifier une histoire en quelques fractions de secondes, cependant, une situation machiavélique menée, qui d'ailleurs le peuple s'est refusé de se lever, pour les suivre. Je ne peux que dire aujourd'hui au peuple de Guinée, merci au peuple de Guinée, le fait de ne pas se lever, la capitale, et toutes nos condoléances à tous nos confrères qui ne sont pas encore venus, les Guinéens de l'étranger, qui n'ont pas la communication, les réalités vivantes. Leur adresser toutes nos condoléances, mais que cet homme qui est assis devant vous ne peut que regretter, ne peut être que déçu par rapport à ce qu'il n'a jamais imaginé qui pouvait lui arriver. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà quant à la réponse de votre première question. Monsieur le Président, après les événements dramatiques qui viennent de se dérouler, le choc passé, le deuil qui va finir, qu'envisagez-vous concrètement comme mesure pour identifier les coupables, les poursuivre et les sanctionner, de part et d'autre, bien sûr? Oui. Bien avant même, j'ai fait un communiqué de la présidence. Le premier, je crois, c'était une commission d'enquête nationale et internationale en rapport avec la justice guinéenne pour voir la situation
Et, comme vous venez de le dire, qui est coupable? Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi? Je l'ai fait. Et je crois que les Nations Unies ont déjà eu effectivement cette déclaration, cette grande décision, qui d'ailleurs, je pense bien que tous les Guinéens se sont réjouis. Ensuite, c'est moi qui ai jugé nécessaire de demander à l'Organisation des Nations Unies d'un choix digne de nom d'un président africain sage pour la médiation. Troisièmement, j'ai parlé également d'un gouvernement d'union nationale intégrant les partis politiques jusqu'au plus haut niveau. Et donc, je crois favorablement, la communauté internationale a déjà répondu, disons le deuxième volet, qui est le président Blaise Compaoré, qui à ma connaissance est un homme expérimenté, un homme aussi qui est très pondéré, qui est serein, et un homme qui connaît aussi les réalités de l'Afrique, et un homme qui, je pense qu'il est juste par rapport à ce qu'il a déjà fait, juste par rapport au choix qui lui est demandé d'être le médiateur. Ensuite, le médiateur, dans ces négociations, essaiera effectivement de mettre en place, de créer éventuellement le dialogue et faire des propositions concrètes, pas pour le président d'Addis, mais pour la nation, à tous les leaders politiques, à tous les Guinéens de l'étranger, même Guinéens de l'intérieur. Et comme ça, ce grand homme va conduire les élections présidentielle, et pour que cette élection présidentielle soit paisible et acceptée de tous les Guinéens et Guinéens. Et donc, la justice, déjà à ma connaissance, est actuellement en train de prendre toutes les dispositions qui, sous peu de temps, essaiera de faire son travail, et d'ici là que la communauté internationale disons envoie des enquêteurs indépendants, aussi indépendants, parce qu'il faut ça, des hommes neutres, pour réellement en finir une bonne fois, et pour que la Guinée parte aux élections le 31 janvier, et le Guinéen qui va être choisi, que ça soit accepté de tous les Guinéens, et qu'on puisse, que pour ne plus que ces cas malheureux puissent rester comme une tradition. Et ça pourra saper le développement, ça pourra saper l'avenir de la nouvelle génération. Monsieur le Président, il y a quelque chose d'important. Tous les leaders reconnaissent que la Guinée, dans l'état actuel, est ingouvernable. En tout cas, ne peut pas être dirigée par un civil. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'ordre dans l'armée. Si reprenez la question, s'il vous plaît. Tous les leaders reconnaissent, en tout cas en privé, que la Guinée, dans l'état actuel, est ingouvernable pour un civil. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans une position où vous pouvez faire l'ordre, mettre l'ordre dans l'armée? Parce qu'on se rend compte, évidemment, que l'armée, ici, c'est un problème. Bon, aussi pour être honnête, parce que l'homme, on est tous appelés à mourir. Et c'est pourquoi, chaque fois que je parle, je jure au nom de Dieu, au nom de mes enfants qui sont innocents. Parce qu'après tout, si je dois jurer, je peux jurer que pour ma personne. Parce que mes enfants sont innocents, mais je ne peux pas jurer au nom de Dieu et à ma progéniture. Il faut avoir la tête sur les épaules pour le faire. Mais si vous voyez un homme le faire
il faut dire que cet homme est honnête. Par rapport à la question, en toute sincérité entre Dieu et moi, à moins que j'ai triché cette nation, à moins que je ne me suis pas sacrifié pour cette nation, par rapport à cette question, si dans mon bureau, le professeur, je le dis, professeur Alpha Condé, que j'ai eu tant de respect par rapport à son âge, m'a dit au bureau que président, même si vous me donnez cette armée aujourd'hui, ce pouvoir aujourd'hui, je ne peux pas être président parce que les militaires vont me faire du mal. Tous les leaders me l'ont dit. Il y avait le dialogue, un dialogue franc, sincère et honnête. Ils l'ont dit pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que 50 ans, leur armée n'est pas une vraie armée républicaine, mais une armée patriotique. Et c'est pourquoi les gens doivent faire la part des choses. Armée patriotique. Cette armée patriotique, c'est comme le cas de la rébellion que je parlais tantôt d'Alpha Condé, qui a été jugé. Il a été pris à la frontière. Quand la Guinée a su qu'elle est attaquée, toute l'armée, toute la population s'est mobilisée pour combattre les rebelles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'armée patriotique. Parce que chacun se sent concerné par rapport à la patrie. L'armée républicaine, que eux-mêmes savent, n'est pas structurée. Cette armée, le statut a été bafoué il y a de cela 50 ans. Et lorsque une armée n'a pas de statut, cette armée, le pays est voué à des cas très dangereux. Parce que le statut, c'est quoi? Le caporal, c'est là où il doit aller. Le sergent, idem. Mais lorsque le statut du soldat, l'homme de la troupe, même de l'officier est bafoué, lorsque le militaire a l'arme avec lui, il n'est pas caserné, il va dormir avec l'arme, chez lui, au quartier, avec sa famille. Et lorsqu'il a des histoires, quand il est fâché, il rentre chez lui, il prend l'arme, il tire en l'air. Et lorsque le militaire ne connaît pas le numéro d'arme, et lorsque le soldat qui doit aller pour une mission n'est pas dans une unité organique, je veux parler d'un groupe élémentaire, de la section, de la compagnie. Parce que l'armée républicaine, c'est quoi? Lorsque le soldat doit se déplacer pour un point B, sa position doit être connue. Lorsque le militaire doit aller à la faction, il est doté d'une arme, son chef de groupe prend le numéro de l'arme, il va à la faction, après la faction, il intègre l'arme, il va dans la caserne, il n'est pas en tenue, il ne se promène pas en tenue. Alors, tous ces facteurs ont été bafoués, donc il y a de cela 50 ans. Et s'ils l'ont dit, ils doivent avoir le courage de me reconnaître. En 8 mois, cette armée m'obéit. Parce que cette armée n'a pas peur de moi. Mais cette armée me respecte. Cette armée est assise sur un espoir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai vécu avec cette armée. Parce que chez nous, la démocratie dans l'armée, le pouvoir, c'est les armes, la vie ou la mort. Je n'ai pas tapé la poitrine pour prendre ce pouvoir. Il a fallu l'union. Tous les militaires de toutes les identités culturelles, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Et également les officiers supérieurs, y compris le ministre de la Défense, qui m'ont tous accompagné. J'ai encore un de mes instructeurs. Venez là, s'il vous plaît, mon colonel. Il a été mon instructeur, directeur de l'EMIA. Il est aujourd'hui commandant. Il a été le directeur de l'école. Quand je suis revenu de l'Allemagne, j'ai fait mon baptême dans sa main. Pourquoi cet homme, universitaire de son État, il a même son CID, l'école de guerre, instructeur de son État, pourquoi tous ces hommes-là m'ont choisi pour que je sois président? Est-ce que parce que je suis le plus grand académicien? Est-ce que parce que je suis le plus grand intellectuel? Ou bien parce que je suis le seul à avoir fait l'université? Non.
c'est mon honnêteté, mon patriotisme, ma sincérité, parce que je ne connais pas l'ethnie. J'ai évolué comme ça avec la troupe. Après l'Allemagne, je suis allé au front, que je vais vous montrer les photos. Le contingent des Guinéens en Sierra Leone. Je faisais partie. De là-bas, je suis revenu. Après quelques exercices de fonction, je suis reparti en Allemagne pour le cours de capitainerie. Ensuite, je l'ai achevé au cours de parachutiste commando. Je suis revenu. Le cours d'état-major, il a été mon directeur des études avec la coopération française, le colonel Tavernier. Et tout ça pour vous dire que cet homme qui est assis, si les leaders l'ont dit, c'est pour vous dire que les leaders se refusent aujourd'hui parce que simplement, ils veulent aller rapidement au pouvoir. La seule façon, il fallait créer cette situation de trouble pour demander qu'un contingent d'interposition puisse arriver parce que c'est la seule arme qu'il détenait, comme Machiavel l'a dit, que tous les moyens sont bons pour y arriver à son objectif. La population, sachant qu'en 8 mois, la seule capitale au monde qui n'a pas l'eau et l'électricité, en 8 mois, il y a de l'amélioration. Cependant, un des hommes, un des leaders que je respecte, c'est Dalin, il a été honnête. Il a dit, au moment où il était Premier ministre, ils ont engagé 500 millions de dollars pour l'électricité. Il dit, capitaine Dadis, si vous réussissez dans l'électricité, vous allez vous immortaliser, votre nom va rester dans les annales de l'histoire. Actuellement, il y a l'amélioration au niveau de la capitale, sans compter encore que les groupes ne sont pas installés. En 8 mois, je vais résolver cette situation, l'eau par exemple, et sans compter la lutte contre la drogue. Tous ces leaders qui parlent, Premier ministre et consorts, leaders politiques, pourquoi Premier ministre, le feu général Lansana Conté déjà était affaibli, était fatigué, il a pris le pouvoir, il l'a donné au Premier ministre. Pourquoi ils n'ont pas combattu la lutte? Ils n'ont pas combattu la drogue. En 8 mois, je réussis effectivement à lutter contre la drogue, à éradiquer actuellement, il n'y a plus de trafiquants narcos. Ceux qui se sont échappés, ils sont à l'extérieur, ils sont en rapport, bien sûr, avec eux, parce que c'est de l'argent blanchi qui finance et qui d'ailleurs est à la cause de cette insurrection, parce que ces cartels trafiquants narcos ne sont pas contents, ils ont de l'argent. Et donc, le président Dadis est devenu un obstacle pour ces hommes-là. Il y a tous ces facteurs, sans compter les négociations, les contrats, les grandes promesses qu'ils ont eu à faire aux Occidentaux, à certains gouvernements, pour dire que si je suis président, c'est moi qui peux faire ça pour la France, c'est moi qui peux faire ça pour les États-Unis, c'est moi qui peux faire ça pour ceci, cela. Non, personne ne peut aimer la France plus que moi, parce que c'est la langue de Molière que je parle. Parce que j'ai eu une formation depuis les primaires de la langue de Molière. J'ai eu la chance d'aller en Allemagne. C'est parce que j'avais maîtrisé la langue de Molière pour une maîtrise parfaite de la langue de Goethe. J'ai eu la chance d'avoir le cours d'état-major de Kouekida avec la coopération française. J'ai ce lien séculaire pour vous dire encore une fois de plus. Personne ne peut dire qu'il aime encore les Américains plus que moi. Parce que j'ai l'un des plus grands objectifs des Nations Unies, c'est la lutte contre la drogue. J'ai été l'un des éléments à combattre ça. Pas seulement pour la Guinée, mais pour la sous-région, pour l'Afrique et aussi pour le monde. Alors donc, je suis très désolé, en toute sincérité, parce que ces hommes, à travers leur système machiavélique, ils ont causé quelque chose, ils ont mobilisé la masse. Ces hommes ont brûlé, les brûlés de véhicules, j'en passe, mais se saisir, saccager les commissariats de police et la gendarmerie, se saisir des armes de guerre, l'arme de guerre. On parle de marche, on parle de la démocratie. Est-ce que ces armes de guerre, là où nous sommes actuellement à Bellevue, c'est juste à côté où ils ont pris, ils ont défoncé la police. Ici, en face, ils se sont saisis les armes avant d'aller à quelques 8 kilomètres
Même pas plus. Ça veut dire que c'était prémédité. Pourquoi se saisir des armes de guerre pour une réclamation au stade du 28 septembre, qui était d'ailleurs interdit, parce qu'on avait un match avec le Burkina Faso. À partir de cet instant, tout le reste était inévitable? À partir de cet instant, tout le reste était inévitable. Du moment que les hommes se sont saisis des armes, leurs partisans, que eux-mêmes ils étaient en tête, ils ont saccagé la sécurité, c'est saisir des armes. Ensuite, la gendarmerie, c'est en ce moment que je suis resté au bureau et qu'on m'a dit, il semble-t-il que ceux qui marchent ont saccagé la gendarmerie et la police, mais que les militaires sont là-bas. Je suis sorti juste dans mon bureau. Je dis, alors aujourd'hui tout est foutu. Je dis, eh bon sang, tout est foutu. Parce que je connais, ce n'est pas la première fois. Et donc, j'ai dit à la troupe que je vais aller mourir. Parce que la masse qui s'en va et qu'on dit qu'ils se sont saisis des armes, parce que c'est un clan des extrémistes qui sont là. Et la présence de l'armée, c'était fatal. Je suis allé chez Ouvert. J'ai d'abord demandé à un de mes hommes de me donner la clé. Je suis monté dans le véhicule, mais il n'y avait pas la clé là-dedans. Quand je demande, on me dit qu'il n'y a pas de clé. Ils sont venus me demander pardon. Que président, il ne faut pas aller là-bas parce qu'ils me connaissent. Ils me connaissent. 3 événements, je lève la main, je dis tuez-moi si vous voulez tuer les généraux. Tuez-moi si vous voulez tuer le général Lansana Conté pour prendre le pouvoir. C'est ce que j'allais faire. Je montais dans le véhicule. Je serais le premier à m'arrêter comme ça, en toute sincérité. Mais ils se sont refusés. Et donc, je reste au bureau. J'étais très très bouleversé. Je m'y attendais déjà à quelque chose. Après quoi, on m'a dit qu'il y a eu des morts et qu'il y a eu des tirs. Parce que je connais cette histoire de grande mobilisation, que les hommes se saisissent des armes. Je connais. Et donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors voilà tout le problème. Et donc, pourquoi je dis une armée patriotique, mais pas une armée républicaine? Parce qu'une armée républicaine, le chef de groupe, lorsqu'il a des événements comme ça, tout de suite, le commandant de compagnie est informé, d'échelon en échelon, le groupe ou la section qui doit aller, tout de suite, les armes, on fait sortir les armes, et ce ne sont même pas les armes, parce que si c'est la guerre. Et donc, le chef de groupe qui doit conduire le groupe ou la section, les éléments vont être identifiés avant de monter dans le véhicule. Et s'ils doivent aller pour essayer de cadrer, on vérifie, si c'est pour peut-être effrayer les hommes, on vérifie s'ils n'ont pas de munitions pour qu'ils puissent aller. Et donc ils s'en vont, ils vont au lieu. Au retour, s'il y a des dégâts, ils sont responsables parce qu'ils ont été identifiés devant le chef de section. Et si c'est par exemple 2 ou 3 groupes qui doivent aller, donc ces éléments sont identifiés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'armée républicaine. Parce que le caporal, le soldat, le sergent ne peut pas détenir une arme sans l'autorisation de son chef de groupe. Et donc, c'est une armée qui n'est pas structurée. Et c'est pourquoi j'ai parlé de certains éléments incontrôlés. Parce que l'armée républicaine, c'est quoi? Chaque jour que vous voyez, il y a un rassemblement. Ce rassemblement, si c'est le commandant de compagnie qui doit venir, tous les chefs de section sont là, avec tous les chefs de groupe. On fait le tour du Mans. Les absents, s'ils sont malades, ils sont identifiés. Et le commandant de compagnie donne les instructions. Ceux qui doivent aller à l'instruction, ils vont à l'instruction. Ceux qui doivent aller pour des servitudes, ils vont aux servitudes. Et donc, la position du soldat d'un point A, d'un point B est connue. Le soldat ne va pas dans sa famille avec l'arme.
J'ai hérité ça il y a de cela 50 ans. C'est pourquoi, lorsque vous posez votre question, les leaders, cherchant, connaissant ça, ils savaient que puisque janvier, février, au 1er novembre, ça a été la même chose. Ils savent que l'armée, leur armée, parce que ce n'est pas mon armée, à moi seul, ces leaders savent que leur armée, qu'ils ont tant étudié, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ordre. L'ordre peut ne pas être respecté. Il suffit simplement, comme le cas qui s'est passé, c'est certains de leurs collègues qui ont téléphoné pour dire que les hommes qui marchent, nous sommes menacés. Tac, les hommes... C'est la panique. La panique. La panique. Est-ce que le président, en 8 mois, 50 ans... Monsieur le Président, étant donné ces événements, la Guinée ira quand même aux élections le 31 janvier? La Guinée ira aux élections. Mais vous venez de constater, tout le peuple est dans le deuil. Mais, vous avez vu, la ville est calme, mais le peuple a l'espoir. Vous avez vu tout de suite, quand on venait, le peuple s'est refusé de se lever, mon frère. Ces leaders l'ont fait. Mais ils ont fait les Sciences Po. Ces vieux leaders, Alpha Condé, 1970, il faisait partie de l'agression. Il a été condamné par Sékou Touré à contumace. Feu Général Lansana Conté, il a été condamné ici, devant nous. Et c'est le plus rusé. Pourquoi il est rusé et méchant? Il a laissé les autres leaders ici. Il est parti Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et donc, Dalin est resté, Jean-Marie Doré est resté, Fall est resté, si j'ai bonne mémoire. Oui, il était là. Sidia est resté, Mokhtar, le jeune. Mokhtar, il est resté, lui, il est parti. Pourquoi il a fait? Il est très rusé. Il a fait pourquoi? Parce qu'il sait que s'il y a la justice, de près ou de loin, si ces hommes-là ont tiré, ces hommes ont tiré. Mais la loi condamne que lorsque tu conduis un mouvement et que tu n'arrives pas à contrôler le mouvement, et que tes partisans se saisissent des armes de guerre, et que tes partisans portent préjudice aux usagers, brûlent les véhicules, et qu'il y ait des morts, tu en es responsable. Et donc, ça veut dire que si demain, la loi, la justice, de près ou de loin, doit condamner, d'une part, ceux-là comme militaires, c'est que ceux-là, les leaders qui sont là, ils vont être certainement condamnés. Je ne dis pas condamnés parce que je dis certainement. Et donc, s'ils sont condamnés, ça veut dire qu'ils sont disqualifiés des élections. Seul Alpha Condé, qui est rusé, il n'est pas disqualifié. Voilà, il a piégé les autres. Il a piégé les autres. Il est rusé, il est méchant. Il le veut, il m'a dit dans mon bureau que président, tant que tu es avec Cellou Dalein, il a même qualifié de voleur de ceci, de cela. Il dit, tant que tu es avec lui, je ne viendrai plus dans ton bureau. Fall me l'a dit, sur l'honneur, dans le bureau du ministre de la Défense, que ton bonhomme, ton voleur est venu tomber dans ton filet. Ils m'ont fait la guerre à cause de Cellou Dalein ici. Eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer Cellou Dalein. J'ai refusé parce que je suis très réfléchi. Je me suis dit que le système de Machiavel, en ce moment, comme maintenant on parle, on aurait dit que le capitaine Dadis a créé l'audit pour éliminer Cellou Dalein. En ce moment, eux, ils font face à moi. Donc je me suis refusé. Ici, la presse en a parlé. Le programme d'audit est en cours. Voilà, un autre événement vient tomber. Il laisse ses collègues. Pourquoi ne pas rester? Il reste aux États-Unis, aux Nations Unies, il est au Quai d'Orsay, il est à Bruxelles. Il laisse ses collègues ici. Tout ça pourquoi? Parce que, et c'est pourquoi il est acharné, il parle de justice et il sait que s'il y a ça, si les militaires ont un côté, les autres leaders ont un côté, c'est-à-dire les leaders politiques, parce qu'il y a le code de conduite. Lorsqu'on organise une marche, si la marche est pacifique, et si la marche était pacifique, sans porter préjudice aux édifices, sans se saisir des guerres, sans brûlure, que ces hommes partent, même s'ils avaient défoncé le stade, marcher dans la pacificité, je crois que là aussi, c'était pardonnable. Mais du moment que les commissariats de police ont été saccagés,
Les armes de guerre ont été prises, tous les documents de l'État ont été jetés par-ci, par-là. Donc, les leaders, d'une part, ont été à la base parce que simplement, ils n'ont pas su cadrer leurs hommes. Et si la loi peut pencher à ce côté, Alpha Condé, il se dit aujourd'hui, il est heureux. C'est pourquoi il est en train d'errer dans la nature, vers les États-Unis, un peu partout, pour parler de force d'interposition, et pour parler de ceci, de cela, parce que, et vous allez, il est très méchant, parce que c'était une forme d'éliminer les autres. Les autres actuellement, ils sont blessés. Et lui, est-ce qu'il est blessé? Alors c'est comme ça, il a joué l'agression de 1970, la rébellion, le mouvement... 1970, l'agression portugaise contre la Guinée, il était au large. Et le mouvement 2002, 2000, la rentrée des rebelles tout au long de la frontière, il a été arrêté, il a été jugé par le tribunal d'ici, il a été condamné, et donc il est habitué. Voilà que sur le troisième événement, il s'est échappé parce qu'il en a de l'expérience, mais une expérience méchante, dangereuse contre sa nation. Président, un homme qui a un casier judiciaire aussi important, peut-il... Il a un casier judiciaire. Il n'a pas eu l'amnistie. Mais il a été gracié. Nous sommes dans un régime d'exception. Nous sommes dans un régime d'exception parce que c'est un habitué de fait. Et ce qui vient de se produire, la loi peut le condamner. Alors, mais cet homme qui est assis, il faut que vous cherchiez, il faut que le peuple cherche. Il est en train de raconter des bobards. Il parle tantôt de forestier. Je suis forestier, c'est grâce aux forestiers que le mouvement rebelle a été combattu. Il y a ces valeurs, je les possède. Et tous les militaires en ont. Que tu sois maintenant, ce n'est pas seulement les forestiers qui ont combattu tout au long des frontières. Les Peuls ont combattu, les Malinqués ont combattu, les Soussous ont combattu. Et donc, l'Afrique a ses valeurs. Alors, quand il a fait allusion à tous ces facteurs, mais est-ce que les éléments qu'il est en train de parler, tout ça, c'est moi qui les ai incorporés dans l'armée? Donc, c'est un homme qui a des faits habitués. C'est un habitué de faits. C'est un homme dangereux. Et voilà, aujourd'hui, ils sont dépistés. Il faut donc aller à l'extérieur, à l'Hexagone, aux États-Unis, fustiger l'image du CNDD. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était le système de Madagascar. C'est-à-dire, au moment où ils ont saccagé, les partisans ont saccagé les édifices, se saisir des armes de guerre. Pour eux, toute la population allait se soulever. Allait suivre le mouvement. Il fallait quoi? Créer une insurrection? Une insurrection, la population se lève, et puis éventuellement peut-être aussi l'armée, et donc le départ du président, comme ils ont fait à Madagascar. Mais ils se sont levés, une bonne partie de la capitale, si ce n'est pas cette bretelle qui est restée, donc ils ont échoué complètement. Voilà le système machiavélique que ces leaders qui ont été par leur patron Alpha Condé, lorsqu'il a parlé, je ne l'ai jamais répondu. Oui. Un jour, il est même passé aux antennes, il dit le président Dadis, il est malade. Il m'a qualifié, il dit que je suis malade. Les gens m'ont demandé, j'ai dit non, laissez-le. Son âge, il est perturbé. Alors, c'est son fils qui est là. C'est nous qui avons véhiculé leur message à l'université. Alors donc, l'âge, j'ai dit laissez-le. Il a raison. Donc, il veut passer par tous les moyens, coûte que coûte, goutte que goutte. Si ce n'est pas le pouvoir, Alpha Condé ne sera jamais rassasié. Même si on fait une concession, vous dites à Alpha Condé d'être Premier ministre, il ne fera pas. Il ne le fera pas. 50 ans, il lutte à avoir le pouvoir. Donc, il se dit que c'est sa dernière chance. Oui. 72 ans par rapport à cette génération. Alors, donc c'est pourquoi je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé de politique, parlons un petit peu de vous. On vous connaît mal, hein. On vous connaît par les images qui nous arrivent de Guinée, mais vous, d'où vous vient cette... Est-ce que vous avez imaginé un jour dans votre parcours être à la place que vous êtes? C'est pour vous dire que quand je parle du destin, pourquoi
j'ai appelé un de mes instructeurs. Et pourquoi j'ai parlé du ministre de la Défense? C'est eux qui nous ont donné les cours de commune de base, demi-tour droite. Je n'ai jamais pensé en commune de base. Non. En commune de base, quand d'ailleurs il était question même de recruter des gens pour le corps Parachutus, lui il a été recruté, tout le monde a fui. La commune de base, personne n'a dormi parce que personne ne voulait faire ce corps. Donc, la commune de base, personne ne pouvait imaginer, même moi qui vous parle, je ne pouvais pas imaginer aujourd'hui que je pouvais être à cette place. On a fini la commune de base. Je suis allé en Allemagne, j'ai fait le cours officier. Après le cours officier, j'ai passé à l'université de Neuerbiberg. Et puis, je suis revenu. Je suis allé au contingent. Mais à un certain moment donné, le destin m'a poussé à penser à aller faire le cours de parachutiste commando, 2e niveau. Et quand l'acte est sorti, tout le monde a dit, mais pourquoi le capitaine Dadis laisse? Alors, il juge nécessaire d'aller faire le cours de parachutiste commando en Allemagne. Ça a été un problème. Personne ne pouvait imaginer. Et je suis allé. C'est pourquoi l'homme, c'est le cœur. J'ai tenu, j'ai fait mon cours de parachutiste commando accompagné du cours de capitaine, avec la brigade franco-allemande, et puis les Belges avec les Américains. Je suis revenu, je vous ferai montrer, je vous ferai voir toutes ces photos. Et je suis revenu. Mes détracteurs ont dit que je suis venu pour un coup d'État. J'ai été emprisonné. L'emprisonnement et le feu général Lansana Conté, que je puisse dire cet homme m'a sauvegardé. C'est vrai. Ils m'ont taxé de tout. De là-bas, ils m'ont envoyé à l'état-major. À l'état-major, je suis resté, il y a eu la première grève. Que je parle que c'est les mêmes leaders. Janvier, février. J'étais au camp des parachutistes, au bataillon. C'est là-bas où je devrais saisir le pouvoir. Mais il y avait déjà assez de morts. Et donc, progressivement, je n'ai jamais pensé, parce que si j'avais pensé que je serais président, peut-être j'allais saisir la première occasion, la première grève. Le 2e événement, j'étais avec cet homme. Quand les hommes sont venus, tous les généraux avaient pris la fuite. Les gens m'ont dit d'aller passer un communiqué pour prendre le pouvoir. J'ai dit aux enfants, non. Si le général Lansana Conté est humilié, ce n'est pas en tant que lui. Mais ce serait toute la Basse-Côte. Parce que la Basse-Côte a soutenu Sékou Touré, 26 ans. Et pourquoi pas lui? J'ai donc consolé les militaires. Le 3e événement, c'était la même chose. J'ai refusé le pouvoir. J'ai appelé le ministre de la Défense. J'ai dit ce pouvoir, je crois que le feu général Lansana Conté ne peut pas aller dans l'humiliation. Quel pouvoir? Nous allons prendre un pouvoir, ça va être une guerre ethnique. Ce n'est pas le feu général Lansana Conté en tant que tel, mais parce que la Basse-Côte a reçu toutes les autres identités culturelles ici. C'est un peuple qu'il faut respecter. Si un de leurs fils est là, un fils ne peut pas être à tout moment parfait. Il faut qu'on se patiente. Nous nous sommes patientés dans cette grande stratégie et c'est pourquoi la prise du pouvoir a été effective. Parce que ces hommes savaient déjà qui devrait être président. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à le prendre? Vous avez laissé plusieurs occasions passer. Oui. D'un seul coup, vous dites, ça y est, il faut prendre. Voilà. Et ce qui m'a motivé, j'avais déjà informé toute la troupe. Et c'est pourquoi je respecte le feu général Lansana Conté. Parce que c'était un homme réfléchi. Un jour, quand il y a eu cette grande mutinerie ici, le tout dernier mouvement, dans son palais, j'ai pris la parole en 20 minutes. En ce moment, Kouyaté venait de quitter, c'est Soirée qui était là. J'ai dit à cet homme que nous nous sommes refusés pour changer le régime. Parce qu'on le fait, Dieu ne va pas nous donner la chance. Vous avez souffert, vous êtes malade, votre état ne vous permet pas. Mais je vais vous dire, mon général, après vous, nous n'allons pas, vos fils ne vont pas se laisser faire. C'est un homme réfléchi. Il pouvait se dire, mais en quoi ce jeune garçon parle? Il savait, c'était un grand stratège. Il savait qu'aucun de ses compagnons n'allait se saisir du pouvoir. Et donc, j'avais un objectif. Avec le ministre de la Défense, avec nos compatriotes, avec les hommes. Nous nous sommes dit
que nous allons respecter le général Lansana Conté jusqu'à le jour où il va rendre l'âme. Le jour où le feu général Lansana Conté a rendu l'âme, ce jour, j'étais au camp, je crois que c'était vers 17 h. Mais j'avais des intuitions un peu. J'avais un sixième sens. J'ai quitté vers 15 h. Je suis allé voir mon ami qui est Dr Zabat, qui est mon médecin, mon ami en même temps. De là, je suis allé voir le ministre d'État, qui est un ami d'enfance. Et je suis allé directement voir le ministre de la Défense, mon collègue, parce que je passe, chaque fois que je veux aller à la maison, je passe souvent, et puis on se communique, on arrête les stratégies. C'était une stratégie. Je suis allé le voir, j'ai dit, mais mon ami, aujourd'hui, le vieux n'est plus parti au village, parce que le vieux avait dit qu'il allait partir au village et que ses enfants allaient le rejoindre, de ne pas venir. J'ai dit, mais le vieux n'est pas parti. J'ai dit, la situation, je n'ai rien compris. Au même moment que je quitte, pas plus de 30 minutes, j'étais avec mon ami. Il y a un soldat qui m'appelle, il appelle mon Kolo, un de nos hommes qui a la transmission, il appelle le capitaine et dit, il dit au président, il dit au capitaine que le président est mort. Comme ça, il me dit, il paraît que le président est mort. Je dis, quoi? Que la radio a annoncé. À l'instant, j'ai dit, aujourd'hui, la vie ou la mort. On a respecté cet homme. C'est un pouvoir générationnel. De là, je suis quitté. Avant que je ne rentre à la maison, c'était envahi par les militaires. Je rentre, je me prépare. On a continué et nous sommes venus. Le ministre de la Défense, on s'est communiqué, et Marturin et également les autres, on s'est retrouvés la même nuit. On n'a même pas cherché pendant que le président de l'Assemblée était là, tous les ministres, leurs 4x4 étaient en train de faire. Il y avait même rédigé un communiqué, ça passait, ça ne nous a pas intéressé. On a mis les dispositifs, on a foncé directement à l'information, on s'est saisi de la situation. Qui on va demander? On a demandé la communauté internationale, on a demandé un pays, on a demandé le peuple. C'est aujourd'hui maintenant que les gens vont dire ceci, cela. La Guinée appartient qu'aux Guinéens. C'est en ce moment qu'on a dit la vie ou la mort, ou le pouvoir ou la mort, parce que c'est notre temps. C'est un pouvoir générationnel. On a été patient. Et quand on a pris le pouvoir, il n'y a pas eu effusion de sang. Tout le peuple s'est mobilisé pour nous soutenir. Et voilà un peu ce grand souvenir. Chaque fois que je pense à ce grand souvenir, je n'aurai plus jamais un honneur, jusqu'à ce que je quitte le pouvoir par rapport au jour, à l'avènement du pouvoir. Même ceux qui sont morts là aujourd'hui, eux tous m'ont accompagné. On a fait le tour de la ville, on est revenu. Quand je pense à ça, je demande simplement à Dieu, si Dieu, j'ai eu le cœur de dire un seul jour, de braquer l'arme pour le tuer, Dieu retourne pas à ma progéniture. Mais si je n'ai pas sorti de ma bouche pour dire, allez tuer, Dieu va me grandir, il grandira mes enfants, il grandira ma progéniture. Parce que je sais qu'un jour, je m'en irai, je mourirai un jour. Mais j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de laisser quelque chose que j'ai tant défendu, la paix, que j'ai tant évité, les mouvements d'insurrection, l'intoxication. Mais le destin étant là, avec un héritage amer, 50 ans, une armée qui n'est pas structurée en 8 mois. Et c'est pourquoi je parle qu'il y a des éléments incontrôlés. Même le sergent peut être incontrôlé. Même l'officier supérieur, même le commandant qui est assis, il n'a pas un tableau, un organigramme. Même le capitaine, tout le monde est incontrôlé. Le colonel, le général, il ne contrôle pas si les commandants de compagnie ou les chefs de corps. Non, ce n'est pas seulement les soldats. C'est un héritage très amer. 50 ans, en 8 mois, nous sommes tous engagés dans le patriotisme et nous sommes assis sur l'espoir. Mais pas parce que les soldats, l'armée a peur de moi. Non, l'armée n'a pas peur de moi. Ces hommes-là n'ont pas peur de moi qui sont là. Non, ils me respectent, ils ont du respect pour moi. Ils savent que j'ai souffert avec eux parce que j'ai arrêté 3 mouvements qui devraient envoyer le feu général Lansana Conté, 3 mouvements qui allaient plonger la Guinée dans la guerre. J'ai souffert avec eux au front, en Sierra Leone. Je n'ai jamais eu
une vie, ma vie a toujours été avec les hommes. Je n'ai jamais mené une vie ostentatoire. Voilà ce grand sentiment que ces hommes-là ont pour moi, même mes instructeurs. Mais ce n'est pas ma puissance. Ce n'est pas parce que j'ai tapé la poitrine pour prendre ce pouvoir. C'est pourquoi j'ai demandé un jour aux leaders, ceux qui veulent le pouvoir, qu'ils viennent que je leur donne des cours, des enseignements. Et cette armée est difficile à gérer, même cette nation guinéenne. Parce que pour gérer une nation, il faut tenir compte d'une armée républicaine. Pourquoi ils se sont refusés de construire les camps? Ce n'est qu'actuellement, en 8 mois, on est en train de faire des réalisations au camp, dans les camps. Peut-être que vous aurez l'opportunité de voir. 50 ans, ils n'ont pas su caserner les hommes. 50 ans, les hommes ne sont pas habillés. Vous voyez, l'habillement, chacun s'habille comme il veut. En 8 mois, je peux changer ça. J'ai les moyens. D'abord, c'est un problème mental. Il faut construire, il faut loger le soldat, le militaire. Et pour dire aux militaires, il ne faut pas aller avec l'arme chez toi. Le militaire doit avoir son logement au camp. Est-ce que les militaires sont logés? On peut faire la reconstruction des camps militaires. À Caen, en 8 mois, on peut faire la construction des camps, loger les militaires, réintégrer les armes, leur créer des hôpitaux militaires, leur entretien, leur donner l'instruction, l'équipement, la logistique, l'instruction civique. Cependant, je suis acculé par les leaders pour le problème des élections, élections. J'ai dit 2010. Ils ont dit non, 2009. C'est pourquoi il y avait un chronogramme. On est resté à évoluer. Eux-mêmes, ils ont fait ce qu'on appelle le comité ad hoc. Au lieu maintenant de 2009, ils ont dit 31 janvier 2010, où il y avait une partie des forces vives, soi-disant forces vives, mais des leaders politiques, et une partie du CNDD. CNDD, c'est mon instructeur que je l'ai pris avec... voilà. C'est lui que j'ai pris, qui a seulement représenté le CNDD, le colonel Morsile. Tout le reste, j'ai dit les civils. Pour ne pas qu'on dise que le président d'Addis a envoyé 5 ou 8 personnes ou 10 personnes membres du CNDD. Tout ça là, je l'ai fait. 31 janvier, élection présidentielle. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous appelez à un gouvernement d'union nationale. Vous m'avez dit tantôt tout à l'heure, vous êtes prêt à travailler avec tout le monde. Vous appelez tout le monde à venir, à s'asseoir, à discuter pour essayer de trouver la voie la meilleure pour la Guinée. Pour vous dire, même si c'est aujourd'hui mon frère Alpha Condé, c'est un frère à moi. Et tous ce sont des frères à moi. Les Dalins. Les Dalins, ce sont tous des frères à moi. Même lorsqu'ils partaient, je l'ai adressé comme adresse propre rétablissement. Les FAL. On a vu des grandes contradictions. Le poste qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, je vais leur donner. Ils veulent la présidence, Monsieur le Président. Non, la présidence, si encore ils veulent la présidence, je le dis clairement, s'ils veulent la présidence, s'ils peuvent, dans des circonstances actuelles, avec la vie bien sûr, suivez, la vie bien sûr, parce qu'ils ne sont pas seulement que les Guinéens. Il est aussi la capitale, les Guinéens de l'intérieur, avec l'avis des maires, des CRD et de la jeunesse. S'ils sont d'accord, si le peuple est d'accord, mais je leur rends le tablier. Monsieur le Président, vous avez fait en 8 mois plus que beaucoup en plusieurs années. Pourquoi vous arrêtez? Non, parce que je ne veux pas commander dans la guerre. Ça n'apportera à rien à ce peuple. C'est pourquoi j'ai demandé, puisque c'est ce pouvoir-là qu'ils cherchent, ils ont dit que le président d'Addis a confisqué tout le pouvoir. C'est pourquoi j'ai demandé un gouvernement d'union nationale, partie intégrante des leaders politiques, à tous les postes, quel que soit le poste. Tout le monde, sans exception, même s'ils veulent le poste de présidence, le peuple va leur dire, bon voilà, on va leur donner la présidence. Mais si je suis président, c'est parce que le peuple veut. Le médiateur va être là. Le président Blaise Compaoré. Qui vous a appelé déjà? C'est moi qui dois l'appeler. C'est moi qui dois l'appeler. Parce que je ne le prends pas en tant que président.
Non, je ne le prends pas. Quand je suis devant le président Blaise, je ne le prends pas en tant que président. À dire président égal, égal, ou capitaine égal, égal, c'est mon aïeux. La tradition de l'armée, ton ancien est ton ancien. C'est mon aïeux. Je le dis ancien. Je l'ai toujours dit ancien, parfois je le dis aïeux. Ça, c'est la tradition de l'armée. J'ai ce grand respect pour cet homme. Parce que c'est un grand militaire. C'est un homme qui a de l'expérience. Qu'est-ce que je peux apprendre au président Blaise Compaoré? Qu'est-ce que moi je peux lui apprendre? Ils nous ont émerveillés pendant que nous étions à l'université, la révolution. Le capitaine Jerry Rawlings, ce sont des personnes que j'ai besoin de leur expérience. Je n'ai pas fait une histoire par rapport à eux. Le président ATT, le président Denis Sassou Nguesso. Quand je suis avec ces hommes, je ne suis pas président. Je suis leur jeune. Excellence, on arrive pratiquement à la fin de cet entretien. Juste une ou deux questions encore. Quelle est votre ambition pour la Guinée? Mon ambition, c'est ce que vous venez de voir. Pourquoi je me suis refusé de venir loger ici? Ici, là où on est assis. Mais j'allais habiter ici parce que toute cette grande cour-là, c'est ma souveraineté, ça. C'est la souveraineté du chef de l'État. Ça, c'est ma deuxième résidence. La première résidence, c'est en ville. Donc, j'allais occuper cette case et j'allais faire occuper mes enfants. Et d'ailleurs, même il ne serait-ce que cette case, il a au moins 5 à 6 chambres. Ma famille. Et puis je m'en garde avec moi. Mais pourquoi je me suis refusé? Le palais. Parce que si je suis dans une telle condition, je vois la souffrance de ce peuple, je ne peux pas dormir. Sans quoi, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le luxe, qui n'aime pas le bonheur. Celui qui dit qu'il n'aime pas bien vivre, qui n'aime pas l'argent, il a menti. C'est un démagogue. Mais c'est un certain caractère qu'on inflige en soi-même. C'est le patriotisme. Cette influence de résister, c'est un caractère. Ce n'est pas donné à tout le monde. 22 millions de dollars, la prise du pouvoir. Je ne dis pas on. On a mis dans ma main. La société SAG. La société SAG. Le ministre de la Défense. Aucun militaire ne le savait. La prise du pouvoir. Aucun Guinéen n'allait le savoir. Peut-être le jour où j'allais quitter le pouvoir. Aucun militaire n'allait le savoir. J'ai dit les 22 millions, merci. Et parce qu'il n'est pas venu pour me corrompre. En toute sincérité. Il est venu pour dire, président, puisque vous avez pris le pouvoir, et on sait que les caisses sont vides. Les 22 millions sont là. Vous allez essayer d'entretenir la troupe et vous allez essayer de résoudre les problèmes. J'ai dit grand merci. C'est un acte. Mais je leur ai dit, les 22 millions, grand merci. Mais fin mars, il faudrait que tu envoies les relevés. Et fin mars, ils ont envoyé les relevés, ils ont mis dans le compte, j'ai montré au peuple de Guinée, à la télévision, j'ai montré à tout le monde. Les 22 millions encore existent. Quand le prostitué Djerim, le marchand journaliste de Jeune Afrique, parle de 800 milliards, un homme qui refuse 22 millions de dollars, imaginez 22 millions de dollars, évalués en francs guinéens. Est-ce qu'un opérateur économique de quelque nature aujourd'hui en Guinée, même quelqu'un peut me donner 2 millions aujourd'hui pour me corrompre, 22 millions où je me suis refusé, pourquoi alors être affairiste? Voilà, ce sont des valeurs. Pourquoi refuser d'y habiter? C'est parce que mon peuple, tant que je ne donne pas l'eau et l'électricité, je ne suis pas à l'aise. Tant que mon peuple, je ne vois pas l'amélioration des conditions de vie de mon peuple dans un bureau somptueux, dans une villa somptueuse, comme vous venez de voir. C'est de l'abstinence. Le patriotisme appelle le patriotisme. On ne part pas au marché pour l'acheter. C'est dans les veines, c'est héréditaire. C'est culturel. C'est culturel. J'ai été éduqué par un père analphabète.
qui n'a jamais été à l'école. Il a simplement fait ses services militaires à la marine. Il n'est jamais parti à l'école. Quand il est revenu, il a été un chauffeur. Je suis le fils d'un chauffeur. Le fils d'un chauffeur analphabète. Ex-chauffeur du président du tribunal, l'actuel président de la Cour suprême, aboli. Mon père a été le chauffeur du père d'Aboli, le fils d'un chauffeur. Cet homme m'a inculqué une culture, cet homme m'a éduqué, il m'a montré l'honnêteté, la sincérité. Il m'a prouvé que l'homme n'est rien par rapport à ses idées. Il m'a laissé quelque chose. C'est cette chose qui a fait que tous ces hommes, toute l'armée guinéenne, mes chefs, les militaires, m'ont pris avec les deux bras pour me hisser aujourd'hui à la tête de cette nation. Une famille modeste que vous aurez l'occasion de connaître. Je suis né dans une case. Dans une case. Très malheureusement, après la mort de mon père, cette case est déjà détruite. Dans une case. J'ai eu une éducation. Je ne l'ai pas volé au marché noir. C'est ce qui caractérise. C'est ce qui fait ma fierté quand je parle. C'est ce qui fait que je n'ai pas l'ambition de pouvoir. Parce que cet homme m'a prouvé que le pouvoir, l'argent n'est rien. C'est pourquoi je refuse de venir ici pour ne pas me cramponner, pour ne pas être un obsédé de pouvoir, pour ne pas avoir des envies. Lorsque un jour, le peuple va me dire, ou par le destin que je quitte le pouvoir, que je puisse aller dans mon village, à Zérekore, à Koulé, Yaketa, dans le nom de mon grand-père, pour aller dans la plantation, en train de contempler la nature, parce que je sais qu'un seul jour, je serai un jour, quel que soit le temps, je mourrai. Et aussi quand je lis, parce que à l'école primaire, je lisais le Coran. J'étais encore petit, je ne connaissais pas la signification. Mais chaque fois que je lis le Coran, traduit en français, je lis la Bible, je me réfère à Salomon. Salomon dans la Bible. Personne au monde ne sera plus riche que Salomon. Tout est vanité, vanité des vanités. Salomon a demandé à Dieu, tu m'as donné toutes les richesses au monde. Tu m'as donné l'or. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné un honneur. La seule chose que Dieu, je demande que tu me donnes, c'est la sagesse. Voilà, ça c'est pas venu comme ça. Je suis lié à ça. C'est pourquoi tout ce que les hommes tournent, machin, quand j'ai ma Bible, c'est de mettre cette Bible-là. Quand je serai dans mon linceul, je peux mourir naturellement, tout comme je peux mourir d'une autre manière, parce que c'est Dieu qui sait quand, à quel moment je mourrai. Et quel que soit, même si je disparais, quelle que soit la façon dont je vais mourir, mais c'est que les musulmans vont prendre le Coran, les chrétiens prendront la Bible pour prier pour mon âme. Parce que quand tu meurs, ce n'est pas le corps qui est important, ton âme est chez Dieu. Voilà, je suis assis sur ça. C'est pourquoi le palais, j'ai refusé. Une question sur les Guinéens de l'extérieur. Actuellement, on est en train de faire des recensements. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des pays qui sont exclus de ce recensement. Je prends l'exemple du Canada, où pourtant vous accordez une grande importance à la contribution et à la participation. Une grande importance, le Canada, même si l'équipe descendait aujourd'hui pour me dire que le Canada n'a pas été recensé, et dès maintenant d'ailleurs, je prendrai toutes les dispositions, le ministre de l'Intérieur, si le Canada n'est pas dans le schéma, immédiatement on envoie des éléments au Canada. Tous les Guinéens de l'étranger, c'est pour cette raison que j'ai créé le département des Guinéens de l'étranger. Même vous, je n'ai pas besoin de vous. Non, vous, en toute sincérité, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Vous ne pouvez rien me donner. Si vous avez des millions, si vous avez tout, gardez pour vous. Mais j'ai besoin de votre fils. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont me reconnaître. Vous pouvez ne pas me reconnaître. Parce que votre âge, à un moment donné, vous pouvez faire la politique. On peut être des concurrents en idée, même étant là, on peut s'opposer en idée.
C'est pourquoi je dis que, à commencer par vous, tous les Guinéens, je n'ai pas besoin de vous, je ne veux même pas que vous m'appréciez. C'est pourquoi je ne cherche même pas à vous écouter. Je ne vous écoute pas, hein. Je ne lis pas l'Internet. Non, je dis à tout le monde, l'Internet, je ne vois pas l'Internet. Même les journaux. Les journaux, je ne lis pas les journaux parce que ça peut me distraire, ça peut me donner la haine. Ça peut me conduire à la haine. Ça peut me décourager. Ce sont vos fils qui vont me reconnaître. En ce moment, je serai mort. Les enfants des Guinéens de l'étranger et nos enfants qui sont là, ils vont bâtir cette nation. Pour le moment, nous sommes tous des sacrifices. Il faut qu'on se sacrifie. Nous sommes des sacrifices. Je peux dire, on est tous entachés de par-ci, de par-là. On a de la confusion dans notre esprit. Et vous et moi, nous avons de la confusion. Cette confusion, il faut l'idéal, qu'on enraye complètement l'injustice sociale, qu'on préserve nos richesses minières au profit de nos enfants. C'est pour cette raison, parfois, j'ai des réactions instantanées. 50 ans, un pays aussi riche comme ça, tous les leaders aujourd'hui qui parlent, ils ont fait des comptes offshore, des paradis fiscaux. C'est pourquoi je dois combattre ça. Et j'attire tous les investisseurs étrangers. Aucun contrat ne se fait actuellement entre un investisseur étranger et un ministre. Ça se fait autour d'une table. Pourquoi? Pour la transparence, pour éviter les pots de vin. Parce que on a souvent découragé les investisseurs étrangers. Un investisseur étranger vient, on le demande, pour qu'on te donne une licence pour telle mine, il faut donner $1 million. Finalement, il ne donne pas l'intéressé, il s'en va. Donc, c'est pourquoi j'ai interdit. C'est pourquoi les gens sont contre moi. Les gens sont contre moi. Et donc, c'est mon système. Et donc, investisseurs étrangers, l'État gagnant dans la transparence. Même les contrats qui ont été mal ficelés. Les gens pensent que moi je vais prendre la hache en train de dire que c'est les investisseurs étrangers. Ce ne sont pas les investisseurs étrangers. C'est nous. On a été malhonnêtes. Ceux qui ont géré la nation, nos devises, l'or, le diamant, nos gisements, ils se sont rabaissés. Ils ont pris des pots de vin aux investisseurs étrangers. C'est l'investisseur étranger qui va te dire que non, le contrat là n'est pas bon pour toi. Il ne faut pas qu'on essaye toujours de s'articuler pour dire l'impérialisme. Ça, l'impérialisme, ça c'était une époque. L'impérialisme n'est pas en France. L'impérialisme n'est pas en Allemagne. Moi j'ai fait l'Allemagne. J'ai fait l'Allemagne, c'est pourquoi j'ai ce grand brassage culturel. L'Allemagne s'est développée par le patriotisme, l'honnêteté, la sincérité, quel que soit ton lien avec un Allemand. Même si vous mangez, vous sortez, si tu n'as pas la moyenne, il te rapatrie. Tu es rapatrié. L'Europe est assise sur ça. La France, j'ai fait la brigade franco-allemande. Ce sont des valeurs. L'Europe s'est développée par rapport à l'honnêteté, par rapport à la rigueur. Pourquoi pas nous? On est là en train de brader toutes nos richesses. Après on court, on va se fond détourner. On est à l'Hexagone, on commence à parler dans les antennes, RFI, ceci, cela. Finalement, pour ceux-là qui ne le savent pas, ils vont dire la France est contre la Guinée. Les États-Unis, le grand mouvement qui s'est passé ici, c'est les Français qui sont venus mobiliser les Guinéens pour aller au stade. C'est les Français qui ont dit aux enfants et aux innocents de saccager la sécurité, c'est saisir des armes. C'est les Français, c'est les Allemands, c'est les Américains, c'est nous-mêmes. L'impérialisme, c'est nous, les Africains, les intellectuels aliénés africains qui se prennent pour des plus grands intellectuels. Quel ouvrage! Quel ouvrage! Ils se métamorphosent en Européens. L'Européen est honnête, il est sincère. La Révolution française, rappelez-vous-en, Robespierre et Danton. Aujourd'hui, la France a été détruite, l'Allemagne détruite. Allez-y aujourd'hui en Allemagne, en France. Quand on vous dit que telle ville a été détruite,
vous allez vous poser la question, est-ce que ce sont des êtres humains qui ont fait ça? Le sacrifice, l'Africain ne veut pas se sacrifier. Dès qu'un Africain se sacrifie, dès qu'un Africain veut aujourd'hui mettre au moins le minimum des ressources, aider les Occidentaux, parce qu'on ne passera pas tout le temps à tendre la main aux Occidentaux, à aller s'entasser en Europe, en Occident. Finalement, on dit que les Blancs sont méchants. Les Blancs sont méchants. Mais venez, on va construire. Et c'est pourquoi l'Afrique est en retard. Dès que tu commences à faire le progrès, on te tue. Tu es tué dans l'œuf. C'est comme mon cas. Personne ne peut se sacrifier aujourd'hui dans ce pays comme moi. C'est ça la plus grande erreur des Africains. C'est comme, je disais, la malédiction. L'Afrique a eu la chance, avec le brassage culturel de l'Occident. La langue de Molière, est-ce que c'est ma langue? C'est pas ma langue. N'accusons pas la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre. C'est les Africains. Est-ce que c'est les Français qui parlent à RFI? Est-ce que c'est les Allemands qui parlent? C'est les apatrides, des hommes assoiffés de pouvoir qui partent parler sur les ondes. Ensuite, on dit que c'est ci, c'est là. L'Afrique, aux Africains, quoi que les Africains fassent, si la prise de conscience n'est pas là, la prise de conscience, l'Afrique ne va jamais progresser. Et finalement, à un moment donné, ça sera de l'emmerdement. L'Afrique est riche, la Guinée est riche, mais venez-vous-en les Guinéens de l'étranger, au lieu de passer à l'Internet. Est-ce qu'ils connaissent cet homme qui est assis? Cet homme qui est assis, vous le connaissez? C'est un homme honnête, sincère, sur l'honneur, depuis la prise du pouvoir. Si j'ai un compte bancaire, je demande à Dieu de me détruire. La seule personne qui m'envoie de l'argent, c'est le président Kadhafi et Mohamed VI. Cependant, j'ai toute l'opportunité, même mon budget de souveraineté. Je touche difficilement. C'est quand il y a des sinistrés. Difficilement, je fais des chèques. Je ne suis pas un maudit. Je fais l'Europe. Sans argent, l'homme n'est rien. Je sais qu'un jour, je m'en irai. Je ne resterai pas éternellement au pouvoir. Quand vous voyez un patriote comme ça, des gens qui sont assoiffés de pouvoir, viennent mobiliser des innocents à la boucherie. Ils sont tués. Il n'y a pas de feu, de fumée sans feu. La cause, ils n'ont pas respecté, assoiffé. Le battage médiatique ne parle pas des leaders politiques. On ne fait que parler seulement de l'armée. L'armée et les leaders politiques. Est-ce que l'armée est allée aussi voir les gens chez eux? Mais parler des leaders politiques. Est-ce qu'un leader politique doit conduire une marche tout en saccageant des édifices, se saisir des armes de guerre? La démocratie, vous êtes en France. Les marches en France. Qu'est-ce qui se passe en France? Vous avez vu les Français, le peuple français, aller saccager la police, la gendarmerie, prendre les armes contre Sarkozy? C'est pacifique. S'il vous plaît, c'est pacifique. Les Africains ne veulent pas parler de ça. C'est pourquoi l'Afrique est en retard. Ce retard-là, nous allons tous écoper. Nous allons tous les écoper. Rien ne sert de rester à l'extérieur, à l'Hexagone, aux États-Unis, en Australie. Prenez-en le temps comme vous l'avez fait. Venez voir qui est cet homme. C'est le président Kadhafi qui m'a donné ce véhicule. Vous pensez que je ne peux pas rouler aujourd'hui dans les luxus? Qui n'aime pas le bonheur? Je vais rouler dans les luxus. C'est comme si je disais que ce peuple-là est bête. Est-ce que moi je mérite ça? Je ne mérite pas ça pour le moment. Pour le moment, je ne mérite pas ça. Si je dois venir loger ici ou bien à Sectoria ou bien dans les luxus, pour le moment, je ne mérite pas ça. J'ai un objectif. Celui de sortir de la Guinée, de l'ornière, éradiquer, sauvegarder ses acquis, ses richesses, donner la chance aux nouvelles générations, aux enfants déshérités qui passent tout le temps au marché en train de vendre les cacahuètes. Le Guinéen
aucun fonctionnaire guinéen, aucun Guinéen n'a de l'épargne ici. Tous les Guinéens, tous ces fonctionnaires-là sont assis sur de l'espoir. Voilà mon objectif. C'est pourquoi j'ai dit que c'est seul le président Kadhafi. Même hier, il m'a appelé. Et tous les chefs d'État, à commencer par mon père Ouad, tous les chefs d'État de l'Afrique, même si je demandais aujourd'hui, même mon frère Atiti et tant d'autres, même si je leur demande de l'argent, ils vont me demander, mais je ne suis pas un prostitué président, comme le font les leaders. Ils me demandent, je dis, j'ai compris. Kadhafi l'a dit, le guide de la Jamaria, il l'a dit, je le fais pour ne pas que tu touches le budget de l'État. Le roi Mohamed VI, ce que j'ai posé, il a envoyé des équipements. Et même ça, c'est ce que je détiens. Ils m'ont demandé d'envoyer des gens. La villa de l'OUA, le roi Mohamed VI m'a demandé de lui donner un domaine pour que les Marocains viennent, même le président Kadhafi l'a dit, pour construire pour moi. Parce qu'ils se disent que je suis patriote. J'ai dit pour le moment de laisser. Monsieur le Président, ce sera notre dernière question. Vous allez continuer à vous sacrifier. Tout ça, je le fais par rapport à ce peuple que je me suis tant sacrifié. Par rapport à vos fils, vos enfants. Mais pas M. Barry. Je ne me sacrifie pas pour toi. Même si tu veux, aujourd'hui, tu es dans mon esprit. Je n'ai pas besoin que tu restes dans mon esprit. Je ne me tue pas pour vous. Hein. Et je dis à tous les Guinéens qui sont dans cette même génération, je ne me tue pas pour vous, je me tue pour la jeunesse. Nos enfants, sur l'honneur entre Dieu et moi, parce qu'un jour, je m'en irai, nous nous en irons. C'est ça ma devise. Ce patriotisme, j'irai avec ça. Aujourd'hui, même si tout le peuple de Guinée jugeait nécessaire, ces leaders, de leur donner le pouvoir, je donnerai ce pouvoir. Je ferai comme le président Mathieu Kérékou. Cet homme, le pouvoir après tout, l'après-pouvoir. Le pouvoir, quel que soit le temps, le pouvoir à sa fin. Rien ne sert de faire 50 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir. En 8 mois, en 2 mois, si le peuple te reconnaît, le peuple m'a reconnu. Parce que ce grand mouvement d'insurrection populaire, à celui de Madagascar, a échoué lamentablement. Vous avez vu ce que les enfants disaient. On ne veut pas l'ethnie, abat l'ethnie. Vous êtes patriotes. On ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. La Guinée ne sera pas construite sur une base ethnique. C'est pourquoi je suis allé au Fouta pour défier tous les Guinéens. Défier tous les Guinéens. Défier tous les leaders. L'accueil réservé au Fouta a choqué tous les leaders. Je leur ai défié. C'est ce qui a provoqué la haine, la méchanceté, qui a conduit aujourd'hui ce peuple à un carnage, à un berceau de tristesse, que je demande à tout le peuple de Guinée de prendre Dieu, cet homme qui est assis. Les gens veulent à tout prix l'abattre, à tout prix, quels que soient les mots, parce qu'il est devenu un obstacle. Il a lutté contre la drogue. Il y a toute cette lutte qui est là. Il a assaini les finances. Il n'y a plus de détournement. Les gens ne volent plus l'argent. Est-ce que tu vois l'argent? Non. Les pots de vin sont finis. Les concessions minières, ceci, cela. Personne ne fait plus de compte offshore, de royalty, prend des avances. La Banque centrale, combien de tonnes? 8 tonnes d'or. Ta banque, c'est du désert. Tes 8 tonnes d'or, où sont-ils? Tes 8 tonnes d'or, tu n'as pas tes 8 tonnes d'or. C'est tout ça là que je veux bannir. Mais j'ai beaucoup d'adversaires, même plus d'adversaires, des ennemis qui veulent à tout prix m'abattre. Par tous les moyens,
par toutes les voies, les journaux, le battage médiatique de l'Occident aux États-Unis, en Afrique, par le système de mouvement d'insurrection populaire, ou même par le système de rébellion, qui peut créer de la subversion pour l'envoi d'une force d'interposition, alors que le peuple de Guinée n'a pas besoin de ça. Simplement, ils ne veulent plus voir le patriote capitaine Dadis. Je suis devenu encombrant. J'ai la tête sur les épaules. J'ai un sixième sens. Ça ne plaît pas. Mais ça plaît au bas peuple. Au bas peuple, c'est le bas peuple que vous avez en train d'applaudir. Mais ça ne plaît pas aux nantis, aux gens qui sont assoiffés de pouvoir et l'argent, l'argent. Je suis devenu encombrant, je suis devenu gênant. Il faut à tout prix la battre, sous toutes les formes. Mais mon âme est dans la main de Dieu. Mon pouvoir est dans la main de Dieu et dans la main du peuple de Guinée, dans la main des jeunes innocents qui sont innocents. Dieu est avec eux. Qu'est-ce qui les pousse spontanément? Mais moi je me pose la question, avec tous ces hommes qui sont là, ils sont assis sur l'espoir. Je n'ai pas peur d'un homme qui va rester éternellement. Celui qui pense en liquidant le président Dadis, il a gagné, un jour il mourira. Il trouvera la mort. Un jour, son tour arrivera. Personne ne restera éternellement sur terre. Où sont-ils? Les grands pharaons. Khéops, le premier pharaon de la civilisation pharaonique. Où est-il, Khéops? Képhren. Képhren, où est-il? Khéops, Képhren, Ramsès, Néron, Jules César, Napoléon Bonaparte, Général de Gaulle, Georges Pompidou, Mao Tse-tung. Washington, Eisenhower. Pour ne pas parler tout récemment de notre regretté père, Omar Bongo, président Omar Bongo. Qui va rester? Omar Bongo. Où est-il, cet homme? Les Mobutu, les Julius Nyerere, les Sékou Touré. Cet homme que je viens de succéder, feu général Lansana Conté, hier, il était comme moi, il avait de la vivacité, c'était un homme opérationnel. Mais finalement, à un moment donné, il est devenu vieux, il est mort. Pourquoi avoir peur? Lorsque tu es sur un bon chemin, ton âme est dans la main de Dieu. Voilà ma devise. Monsieur le Président, ce sera notre dernière question. Vous allez continuer à vous sacrifier pour le peuple? Je continuerai à me sacrifier pour cette nation. C'est cette devise. Si je rate cette devise, j'aurais commis un tort à ce peuple. Moralement, je ne serai pas à l'aise. Je ferai en sorte que les puissances occidentales connaissent mieux la Guinée à travers vous, pour que la France, qui a des liens séculaires et historiques, pour que des apatrides ne partent pas, changer la nature des relations franco-guinéennes, qui ont même poussé la France à abandonner la Guinée. La France a abandonné la Guinée. On a tenu la main à la France. La France ne doit pas voir ses leaders. Que la France vienne. Les États-Unis, il faut s'ouvrir vers ces pays de la haute technologie pour le transfert de la technologie, car c'est ce qui manque à l'Afrique. Mais l'Afrique a le savoir parce qu'il y a eu le brassage culturel. Et nous avons nos mœurs.
C'est ma politique. Mais ils ont sapé, ils ont dévancé, ils ont anticipé pour saper mon image, pour fustiger, me rendre sur l'écran d'un homme extra, comme je parlais tantôt, du plus grand escroc, de ce grand prostitué Guérim, chef de Jeune Afrique, qui a leur solde, qui est venu à travers nos mines pour dire de faire une négociation, l'Iran et la Guinée, avoir un pot de vin par rapport à un Guérim, me demander 500 000 euros pour que je lui donne par trimestre 500 000 euros pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Est-ce que moi je lis d'ailleurs les journaux? Je ne lis pas les journaux, je ne lis pas l'internet, parce qu'ils vont me désorienter sur mon objectif. Voilà l'homme qui est assis. Vous avez vu mon bureau, et vous aurez la chance. Vous avez vu ma chambre qui est réservée. Pas un seul jour, j'ai passé la nuit. Le bureau est là-dedans. Vous irez au camp. J'occupe une chambre. Une chambrette. Tu quittes dans mon bureau, tu rentres dans ma chambre. Ma fille est à côté. Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour le moment, les éléments vidéo sont finis. Les éléments vidéo sont finis. Oui. Alors, on va suspendre. Revenir aux environs de 14h30 pour continuer avec l'élément audio. Hein. L'audience est suspendue. Non, ça va.